Je crois que je peux commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Déjà, je tenais tout d'abord à m'excuser de ne pas être présente parmi vous aujourd'hui, hein. Un mauvais virus m'a rattrapée. Je remercie en tout cas l'Académie de nous avoir invités à parler de ce projet commun et de rendre possible cette visio. Donc, je vais vous présenter. Donc, je suis Célia Vaudaine du Centre Mersenne et je vais vous présenter donc aujourd'hui l'application de traduction semi-automatique d'articles scientifiques développée par le Centre Mersenne pour l'Académie des sciences. Elle a été lancée au printemps 2023 dans sa version 1 et permet à tout contributeur authentifié de lancer la traduction d'un article des comptes rendus, donc pour l'instant dans les disciplines géosciences, biologie et chimie, et de post-éditer le texte pré-traduit avant validation. Pardon, j'avais oublié de... Donc, pour le contexte, cette application a été initiée sur une idée de l'Académie des sciences, hein, qui cherchait à améliorer la visibilité des articles rédigés en langue française, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que je crois qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Donc, mais c'est vraiment l'objectif étant de permettre à tous les auteurs de rédiger dans leur langue maternelle, tout en étant bien référencés. Et cette application a donc été pensée et développée par le Centre Mersenne, donc, qui est une infrastructure de publication de revues scientifiques en libre accès Diamant, donc dans les domaines des sciences et techniques, et qui propose une plateforme de diffusion ainsi qu'un ensemble d'outils et de services d'édition à destination des équipes éditoriales pour les aider à gérer leurs revues. Donc, le Centre Mersenne est opéré par MADOC, une unité d'appui et de recherche sous la tutelle du CNRS et notamment du CNRS Mathématiques et de l'Université Grenoble-Alpes. Et nous travaillons en partenariat avec l'Académie des sciences, donc depuis 2020, d'une part sur la diffusion de 6 des 7 comptes rendus de l'Académie des sciences, mais aussi sur le développement de projets favorisant la visibilité des articles de recherche, dont ce projet Traduction. Et en fait, cette application a été créée dans le cadre d'un projet soutenu par 2 ministères en 2022, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture, et notamment la DGLF, pardon. Et ce projet comportait également, de notre part, la livraison d'un corpus d'articles traduits français-anglais dans les disciplines géosciences, chimie et biologie, ce que nous avons donc rendu en 2023, et qui nous a demandé l'aide de traducteurs. Donc, pour en revenir à l'application, voilà le cahier des charges que nous avions fixé, hein, car il faut bien partir de quelque chose. Donc, qui peut traduire? Donc, tout contributeur volontaire authentifié avec une expertise dans la discipline, en espérant qu'ils respecteront cette donnée, hein, parce qu'on ne peut pas forcer on ne peut pas vérifier que tous les contributeurs aient bien une expertise, mais c'est dans nos bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on traduit? Pour l'instant, uniquement des articles publiés. À savoir que tous les articles de l'Académie des sciences sont diffusés sous licence CC BY 4.0, donc la licence la plus permissive, ce qui permet théoriquement à tout à chacun de faire un peu ce que bon lui semble de ces articles, mais lors de la soumission, tous les auteurs de l'Académie sont avertis qu'une traduction peut être produite par une personne tierce. Et ils sont même invités à en proposer une sur leur propre article. Donc, les traductions sont modérées par l'équipe éditoriale, mais modérées sur le contenu pour s'assurer qu'il n'y a ni contenu illicite, ni inapproprié, et aucune modération scientifique n'est apportée. Les traductions sont générées sous format PDF et HTML. Elles sont diffusées aussi sous licence CC BY 4.0 et disposent toutes d'un DOI. Elles sont donc complètement citables au même titre qu'à n'importe quel article. Et le contributeur est considéré auteur de la traduction et à ce titre, il dispose de tous ses droits d'auteur. Et les outils qu'on a choisis, on est parti en fait sur la solution MadeCat, sur les conseils de Caroline Rossi, hein, qui va peut-être en reparler un peu plus tard. Donc, c'est un outil TA open source qui permet de conserver la structure du texte original, ce qui nous arrangeait bien, et qui utilise entre autres comme solution de traduction automatique Modern MT,
qui a été développé dans le cadre du projet européen Horizon 2020 et qui est open source et qui a l'avantage de prendre en compte l'ensemble du document. Ça, c'est pour illustrer. Voilà, les versions PDF. Donc, à gauche, on a l'article original et à droite, le PDF de la traduction. Donc, on a bien fait attention de signaler qu'il s'agissait bien d'une traduction. Effectivement, hein, on voit le nom du traducteur, la référence à l'article original et aux auteurs, et surtout un message d'avertissement, hein, qui rappelle effectivement il n'y a pas de modération scientifique et que la version originale reste la seule version scientifique de référence. Même chose pour la page web de l'article. Donc à gauche, la page web de l'article original, à droite, la page web de la traduction avec toutes les mentions de traduction et on retrouve le message d'avertissement. En ce qui concerne les étapes du processus, donc c'est assez simple et assez rapide, hein. Une fois que l'article est publié, un contributeur peut lancer la traduction à l'aide de MakeCat, générer la traduction en tous les cas, puis post-éditer, valider. Une fois que l'article est validé, un message est envoyé à l'équipe de l'Académie des sciences qui peut modérer et valider ou rejeter. Et la publier une fois qu'elle est validée. Pardon. Donc, juste rapidement, je vous fais une petite vidéo statique. J'utilise des bonnes vieilles captures d'écran parce que les démos sont un peu risquées en général. Donc, depuis la page d'un article, on va cliquer sur le menu déroulant au-dessus de l'article et cliquer sur Proposer une traduction. On arrive sur le tableau, l'écran de création de traduction avec tout un tas de documents qu'on peut lire pour mieux connaître le fonctionnement de cet outil. On voit que, hop, je ne sais pas si vous voyez ma souris, le DOI de l'article original s'est bien renseigné et on va sélectionner la langue et cliquer sur Générer la traduction. Donc, ce qui nous emmène vers l'écran de vérification de la traduction. Donc là, on va rentrer les informations de contributeurs. On peut être plusieurs contributeurs, donc ajouter autant de contributeurs qu'on veut. On va vérifier les métadonnées. Alors, en général, les auteurs fournissent les traductions de leurs métadonnées. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas les modifier. Et enfin, on va s'attaquer au texte de la traduction. Donc, à gauche, vous avez le texte de l'article original. À droite, le texte de la traduction dans un CMS qui est très classique et qui permet toutes les modifications possibles. On peut faire défiler les deux écrans en parallèle pour bien comparer et bien faire son travail, bien sûr. Là, on voit que donc, la structure de l'article est respectée, notamment les tableaux. On voit aussi que le contenu des tableaux est bien traduit ainsi que les légendes donc, des visuels. Et puisqu'on parle mathématiques aussi aujourd'hui, les formules mathématiques ne sont pas du tout touchées. On les enlève au moment de la conversion vers de la génération de la traduction et on les remet telles quelles dans l'outil et sur le texte de la traduction. Après, on peut quand même, si on veut, aller dans le code source pour modifier s'il y a besoin, mais ce n'est pas l'action la plus fréquente. Donc voilà, ensuite on valide et un message est envoyé à l'académie. Donc là, c'était la vue du contributeur. Pour ce qui est de la vue revue, donc qui va gérer donc bien sûr ces traductions, elle dispose d'un tableau de bord et les traductions ont 3 statuts, donc en attente d'approbation, en cours et traduction publiée. Donc, pour finir, actuellement, on a 46 traductions publiées, 16 traductions en cours. Et nous sommes en train de développer la version 2 de l'application qui comporte un certain nombre d'améliorations grâce au financement complémentaire du ministère de la Culture. Et parmi ces améliorations, donc support de nouvelles langues, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne supporte que les traductions vers les langues à alphabet latin. Donc, on va élargir ce panel et notamment l'ajout d'une dimension collaborative pour permettre l'intervention de l'auteur du texte original, ce qui nous paraissait très important. On va généraliser aussi à d'autres séries, à d'autres revues éventuellement.
Et donc, c'est une nouvelle version qui va certainement sortir courant 2025. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Je crois qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, je laisse la parole à Caroline Rossi. Merci d'avoir écouté. Voilà, donc je vais présenter un petit cas d'usage, ce sera rapide. Est-ce que mon support devrait arriver? Ah oui. Donc un petit cas d'usage du système qui vient de vous être présenté et chez nous dans le cadre de la formation des traducteurs, hein, j'utilise délibérément la forme épicène, donc à l'université Grenoble-Alpes. C'est en fait ce que je vous présente aujourd'hui, le retour d'expérience de 2 étudiantes qui n'ont pas pu venir malheureusement, mais j'aurais préféré, à vrai dire, qu'elles présentent à ma place. Alors, vous voyez mon titre, Apprendre envers et contre la post-édition. Simplement pour vous dire que la traduction automatique, pour nous, pédagogues, n'est jamais une fin en soi. Hein, c'est un moyen de parvenir à développer la compétence de traduction en réalité. Et quand j'ai commencé à enseigner la traduction automatique dans ce master, c'était en 2016, on avait presque honte de ce qu'on présentait aux étudiants et donc on avait besoin de leur expliquer que c'était un dispositif pédagogique pour leur permettre à développer une appréhension fine des erreurs et en allant de l'erreur la plus grossière à l'erreur la plus fine et qu'ils allaient comme ça développer des compétences méta qui allaient leur permettre de devenir de bons traducteurs. Donc ce projet dont je vous parle aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle des traductions commanditées dans la formation des traducteurs. Donc, on les fait travailler avec un commanditaire, une personne qui commande donc la traduction, et dans un contexte particulier, c'est-à-dire que on sait qu'on apprend mieux, que la cognition est située, hein, qu'on apprend mieux en contexte, donc on leur donne un vrai contexte. Et en l'occurrence, le commanditaire, eh bien, c'était Mersenne, le centre Mersenne. Et on a choisi avec le centre Mersenne donc les comptes rendus voilà, de Géosciences, parce que nos traducteurs donc, sont des traducteurs pragmatiques, ils travaillent avec des contenus spécialisés, mais ils n'ont pas de formation dans ces domaines de spécialité. Ils les abordent avec leurs compétences de traducteurs. Et donc, on a cherché pour ces étudiants de première année de master des contenus qui étaient les plus abordables possibles. Et on a choisi ces 2 articles. Donc, le premier sur des bulletins de l'ère pré-numérique, vous voyez là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire sur les séismes de l'ère pré-numérique. Et le deuxième sur de plastique sur les rochers, donc les plastiques déposés par les sportifs et les promeneurs, par les baskets en fait sur les sentiers. Voilà, donc vous avez là les 2 noms des étudiantes à qui je veux vraiment rendre hommage aujourd'hui. Et donc, voilà comment on fonctionne, en fait. Donc, moi, je suis l'intermédiaire en tant qu'enseignante. Elles travaillent et donc, elles ont fait ce qu'on appelle de la post-édition. Elles ont réparé ce qui était sorti de la machine. Et elles m'ont soumis leur travail avec une introduction dans laquelle figuraient des commentaires sur les difficultés rencontrées et les façons de les aborder et de les résoudre. On a ensuite eu un entretien qu'on appelle un entretien de révision. Au cours de cet entretien, donc, nous avons négocié la traduction. Et puis, elles ont révisé leur travail et ensuite, elles doivent donc livrer au commanditaire, ce qui a été fait tout récemment, à vrai dire. Je me base donc sur nos discussions pour vous donner ces éléments. Les premiers sont des difficultés d'ordre terminologique. La traduction automatique n'intègre pas la terminologie. Quand on travaille dans un environnement de traduction assistée par ordinateur, on l'a dit, on peut intégrer des bases terminologiques.
Pour l'instant, ça n'est pas le cas de l'outil qui est développé. On n'a pas en tout cas pu bénéficier de cela. Et donc, c'était vraiment le travail des étudiantes que d'aller chercher cette terminologie dans des bases de données terminologiques, mais aussi, parfois, ça n'est pas dans les bases de données terminologiques. Donc, plastique hérité, on est allé chercher un document du PNUD. Et d'ailleurs, ça n'est pas dans France Terme. Donc, peut-être que je pourrais utiliser la boîte pour le suggérer. Mais donc, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent sembler évidentes, que magnitude, en plus, c'est la même chose en français, magnitude, et puis on a ampleur dans la sortie. Ensuite, il y a des difficultés qui peuvent paraître étonnantes en l'état actuel du fonctionnement des solutions de traduction automatique pour la résolution des anaphores, et on en parlait tout à l'heure. Normalement, ça marche bien maintenant, parce qu'on a des systèmes qui tiennent vraiment compte du contexte, mais ils sont limités par le point. Et donc, lorsqu'on a un et al avec un point, on perd l'empan contextuel, ça s'arrête là. Et vous voyez le problème que ça pose, puisque on n'a plus, l'anaphore n'est pas résolu correctement. On a un masculin à la place du féminin ici. Et puis, des difficultés dans les syntagmes, ce qu'on appelle les syntagmes nominaux complexes, dont ma collègue Nathalie Kubler est spécialiste. Donc, en réalité, la langue anglaise est capable, utilise notamment les adjectifs de façon différente, hein, à ce génie de faire des choses très compactes, en fait, que le français ne fait pas. Et puis, elle a des adjectifs qui sont invariables. Et donc, dans tout ça, eh bien, parfois, ça ne se passe pas bien dans la résolution de cela par la machine, hein, vous le voyez. Donc, eh bien, par exemple, natural site, en fait, qui est un générique et qui a ici un adjectif, va être considéré comme singulier, en fait, va être traduit au singulier. Et on ne voit pas bien quel site naturel, donc ce sont évidemment les sites naturels, le générique qui va être un pluriel en français. Alors, je voulais insister aussi sur le fait que ce travail n'aurait pas pu être de bonne qualité si on n'avait pas eu le retour de scientifiques qu'on a pu interroger. Et ça, c'était vraiment précieux. Donc, l'aspect collaboratif qui se développe, je pense, va avoir de grands bénéfices. Voilà, ça, c'est simplement l'extrait d'un échange de courriel avec les questions, en fait, qu'on avait préparées avec l'étudiante. Et les réponses qu'on a pu obtenir, qui sont parfois des réponses de bon sens. Hein. Une croix, vous dites une croix. On va des fois chercher trop loin. Mais voilà, qui toutes nous ont beaucoup éclairés. Il y avait des choses que, même en cherchant beaucoup, on ne trouvait pas, en fait. Hein. Des choses qui sont vraiment disciplinaires. Donc c'est aux sciences, parce que pour un mathématicien, une croix, c'est pas un point. Eh ben oui, voilà. Non, c'est vraiment une terminologie... Et puis, un bénéfice supplémentaire que je voulais souligner, qui est le bénéfice apporté par la traduction, hein, pas forcément par ce type de tâche pédagogique, qui est que la traduction nous oblige à relire les sources, en fait, et à retravailler parfois les sources. Donc là, on a trouvé des petites choses. Alors, effectivement, oui, des erreurs de date où on est allé trop vite, et donc c'est précieux quand même de pouvoir corriger. Mais aussi parfois dans l'anglais, parce que l'anglais n'est pas forcément la langue maternelle des contributeurs, et alors ils ne savent pas forcément que cet adjectif responsible ne peut pas être tout seul en fin de phrase comme ça. Voilà, donc on a suggéré aussi de possibles révisions. Je voudrais conclure en invitant les scientifiques ici présents à essayer l'outil et leur dire que la traduction n'est pas forcément uniquement la tâche du traducteur. Elle peut incomber à chacune et à chacun et enrichir considérablement la personne qui va prendre en charge cette tâche. Je ne savais pas le dire mieux qu'avec les mots de Barbara Cassin. Il y a toujours une opération intellectuelle plus ou moins lourde et technique. Cette opération n'est pas allégée par la machine, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Elle peut être alourdie, et on l'a dit tout à l'heure. On traduit parce qu'on a l'expérience de deux langues. Une source et une cible, c'est une terminologie qu'on a et qui nous fait croire que c'est un simple transfert. C'est pas le cas. On transporte tant bien que mal un contenu d'une langue à l'autre. Dans une langue où l'on ose inventer pour le bénéfice de ceux qui n'en comprennent qu'une. Et donc il y a d'abord du service,
qui est devenue, à l'époque contemporaine, une étrange affaire d'ordinateur conseillant de mieux en mieux. Voilà, je trouve que ça... C'est vraiment intéressant, vos témoignages. Et je me demandais, est-ce que comme en littérature, où on entend régulièrement parler de, je sais pas moi, la nouvelle traduction d'Ulysse de James Joyce, ou la nouvelle traduction de Tolkien qui a fait grand bruit, etc. Éclairage différent, monsieur Gauthier. Oui. Je me permets de prendre la parole aussi 2 minutes pour peut-être compléter vos interventions avec un autre témoignage de la part des éditeurs, de l'équipe d'édition des comptes. Était possible de proposer un résumé plus ou moins important, pouvant représenter jusqu'à un quart, puis la moitié, puis la note entière en anglais. L'Académie des sciences autorisait même les auteurs les contributeurs étrangers, notamment ces correspondants étrangers, à écrire dans la langue de leur choix, pourvu qu'elle soit en caractère latin. Et encore aujourd'hui, donc, les comptes rendus de l'Académie des sciences peuvent accepter des contributions en français ou en anglais, mais la question qui se pose, et j'imagine que nous ne sommes pas les seuls comme revue scientifique, c'est ensuite qu'est-ce qu'on fait pour l'évaluation par les pairs. Proposer aux auteurs d'écrire en français, c'est une des missions de l'Académie d'entretenir le français comme langue scientifique, mais ça nous limite si on veut avoir une portée internationale. Est-ce qu'il faudrait qu'on pré-traduise l'article en français en anglais avant de l'envoyer aux reviewers? Mais dans ces cas-là, comment être sûr que la traduction est de qualité? Est-ce qu'on se limite à des reviewers en français, mais peut-être que ce ne sont pas les spécialistes du sujet, ou alors qu'ils sont dans le labo des auteurs et qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts? Donc ça, malheureusement, c'est des questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Autre demande de notre part, je crois que c'était M. Tzinetti, insistait sur l'importance d'avoir des métadonnées bilingues, que au moins le titre résumé et mots-clés soient disponibles dans plusieurs langues. Donc nous essayons de les proposer en français et en anglais. C'est pour ça que dans la petite démo, vous avez vu que les métadonnées étaient normalement censées être déjà remplies au moment de la publication de l'article. Mais là encore, que fait-on quand les auteurs ne sont pas francophones? Mes collègues proposent des traductions, essayent de les faire valider soit par des rédacteurs en chef de la revue qui, eux, parlent français, ou rédacteurs invités, mais parfois ceux-ci ne sont pas spécialistes du sujet traité dans l'article et ne sont pas en mesure de corriger. Et également, ce que mes collègues relevaient, un chercheur et un traducteur n'ont pas la même attente vis-à-vis d'un texte scientifique, et peut-être que nous, des traductions générées par une IA nous sembleraient correctes, et semblent correctes aux auteurs. On leur propose, ils disent oui, très bien, ils regardent... Voilà, ils évacuent assez vite la question parce que ça leur semble pas comporter d'absurdité, mais en réalité, après, ça aboutit à une langue qui n'est pas de bonne qualité et qui nourrit des corpus avec des données qui sont pas terribles. Voilà, donc je suis désolée, je vous présente nos problèmes sans apporter de solution, mais j'imagine que si au moins on peut se dire qu'on est tous confrontés au même problème, c'est déjà rassurant et ça peut fournir des billes ensuite pour essayer de réfléchir à des solutions à tout cela. Voilà, donc je remercie mes collègues qui font l'effort d'essayer de traduire ces métadonnées, de proposer une traduction aux auteurs et même de traduire des articles en entier parfois pour certaines séries, puisque c'est évidemment quelque chose de compliqué, même avec l'assistance d'un logiciel. Oui, un petit début de réponse peut-être sur cette question de la traduction des métadonnées par une intelligence artificielle avec, on peut dire, peu de révisions humaines.
Les évaluations qu'on a menées, justement, on a identifié plusieurs cas d'usage, dont un qui s'appelait cas d'usage découvrabilité, qui consistait effectivement à traduire automatiquement, sans révision, des résumés. Et en fait, donc, on a annoté les erreurs et on s'est concentré essentiellement sur les erreurs terminologiques, parce qu'on s'est dit, même si les textes n'est pas de qualité parfaite, au moins il faut que la terminologie soit la bonne. Sinon, si j'ai fait une recherche de termes techniques dans une langue et que le terme n'est pas bien traduit, je ne vais pas trouver le contenu. Et on a aussi quand même voulu annoter les erreurs considérées graves. Bon, considérées, quand je dis considérées, bien sûr, les annotateurs qui sont des traducteurs spécialisés ont reçu des indications qui leur permettaient d'identifier quelles étaient les erreurs graves. Et dans ce sens, les tests, les évaluations qu'on a menées, elles étaient assez prometteuses dans le sens où il y avait pas mal d'erreurs de terminologie. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont toujours dans les mêmes rapports. Mais on a dit depuis ce matin que peut-être sur ces erreurs de terminologie, on peut effectivement intervenir. C'était des moteurs qu'on avait pu entraîner avec un peu de terminologie spécialisée, mais il n'y avait pas forcément la terminologie sur laquelle la machine a fait des erreurs. Donc là, bien sûr, il y a quelque chose à faire. Et concernant les erreurs graves, il n'y en avait pas tant que ça, effectivement. Donc on peut considérer que sur un résumé, si l'objectif est juste de faire en sorte que la publication soit repérée, soit découvrable, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une qualité ultime. Par contre, ce qu'il faut bien spécifier, c'est qu'il faut quand même accompagner ce texte. Parce que nous, ce qu'on a vu quand on a voulu collecter des données de ces séances, il n'y a aucune notion de traçabilité de la traduction. On ne sait pas si c'est en traduction automatique pure, on ne sait pas si quelqu'un a intervenu, on ne sait pas si c'est une traduction humaine. Donc, du moment où on identifie les contenus comme générés par une IA, au moins, ça donne l'indication au lecteur que les buts étaient juste de te permettre de trouver la publication. Donc ça dit beaucoup de choses sur la fiabilité, y compris si on veut réutiliser ce texte pour faire de l'entraînement derrière. On sait qu'il n'est sans doute pas réutilisé. Et Suzanne, une chose que tu ne dis pas, c'est que quand même, pour aborder aussi le problème dont on parle, il y a des traducteurs, il y a des humains qui peuvent faire ce travail de relecture, et on devrait toujours le prévoir dans le budget des laboratoires de recherche pour permettre aux chercheurs de bénéficier de cette relecture. On sait en plus que ça peut peser lourd dans l'évaluation, hein, on l'a dit ce matin. Mais si je peux poursuivre là-dessus, d'autant plus qu'on a quand même fait des expériences dans notre labo, on a fait des expériences d'évaluation de la post-édition, pas de résumé traduit de l'anglais vers le français en traitement automatique des langues et en sciences de la Terre. Et on a vu que, et donc c'était post-édité d'une part par des experts des domaines et d'autre part par des traducteurs. Et c'est vrai que les experts rétablissent la terminologie, mais laissent passer d'énormes erreurs de contresens. Parce qu'en fait, le domaine leur est tellement connu qu'ils repèrent, bon, là, il y a un problème terminologique, etc. Et le contresens passe. Alors que les traducteurs ont plus de difficultés avec la terminologie, mais bon, ils peuvent aussi accéder à des bases de données, ou bien à des corpus, parce qu'on ne parle pas assez des corpus en langue de spécialité. Si, Jeffrey en a parlé, et bien sûr vous en avez parlé, mais les corpus spécialisés dans la langue source et dans la langue cible, qui permettent d'aller trouver les termes qui ne sont pas encore répertoriés dans les bases de données. Mais les traducteurs repèrent, eux, les contresens, parce que ce sont justement des professionnels de ce genre de difficultés. Donc je pense que c'est... En fait, c'est vraiment... il faut prévoir la collaboration entre experts de la langue et puis experts du domaine, si on veut avoir des articles ou bien des métadonnées qui sont suffisamment exploitables. Et Célia n'a pas dit qu'il y avait un contrat à temps plein de traducteurs à côté du contrat d'ingénieur sur le développement de ce système. Donc... Mais ça celui-là, je parle du coup de celui qui est terminé, oui, c'était un an. Je voulais juste évoquer, puisque vous parlez de relecture, que je veux juste comparer aux États-Unis. Je ne suis pas américaine, mais aux États-Unis, il y a une organisation qui s'appelle BELS, B-E-L-S,
c'est le Board of Editors in Life Sciences. Donc, c'est un comité de relecteurs qui sont spécialisés dans les sciences de la vie, les sciences dures. Et ils ont une certification assez rigoureuse à passer. Et j'évoque cela parce que je pense que si vous êtes dans une dynamique, si on est en France dans une dynamique de développer et d'affirmer la langue française scientifique, il faut peut-être réfléchir à ce genre d'organisation et de certification et de valorisation. Et par ailleurs, je pense que ça pourrait aussi répondre à un certain part aux problématiques de reconfiguration ou transformation ou métamorphose du métier de traducteur, forcément. Je voulais ajouter aussi un petit commentaire sur les traducteurs et traductrices en sciences humaines et sociales. Donc on s'écarte un peu du domaine qui était traité aujourd'hui. Je suis membre du comité d'administration de l'ATES, donc cette association pour la traduction des sciences sociales. La majorité, je n'ai pas les chiffres en tête, mais une bonne partie d'entre nous sommes d'anciens chercheurs ou conservant toujours une activité de recherche à côté. Donc je pense qu'il faut nuancer en fait, le renvoi dos à dos des traducteurs d'un côté et des chercheurs de l'autre. Parce qu'en fait, souvent, ce sont des personnes qui ont des doubles casquettes. Après, on observe que c'est un peu en train de changer. Parce qu'on voit arriver des personnes de la traduction technique et pragmatique qui généralement ont vu leurs conditions de travail se dégrader et voient dans les sciences humaines et sociales une porte de sortie. Donc voilà, le profil type des traducteurs et traductrices en sciences humaines et sociales est un peu en train de changer, mais à l'origine on a été composé quand même en une bonne mesure de personnes qui avaient de double casquette. Tout à fait. Oui, effectivement, vous soulignez tous la nécessité de discuter à plusieurs et de collaborer autour des traductions. Là, pour le projet de Caroline Rossi et des étudiantes, leur a permis de le faire avant de publier les traductions sur le site en ligne des comptes rendus, de prendre conseil auprès d'autres chercheurs. Notre outil actuellement ne permet pas de corriger une première version traduite, mais ce sera bientôt possible grâce au soutien de la DGLFLF qui contribuent à cette journée et au développement de notre outil. Donc voilà, on voulait les remercier aussi. Une fonctionnalité collaborative va très bientôt être ajoutée au site et permettra peut-être justement à des gens qui n'ont pas la même formation de traducteurs et ou de chercheurs de repérer des choses qui auraient échappé à une première relecture.